Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo totalement nouvelle, un peu innovante sur le sujet de l'intelligence artificielle et les métiers de la recherche et de l'IA qu'il y a actuellement et comment j'ai fait justement la transition entre mon emploi de chercheur et l'emploi que j'ai aujourd'hui dans la recherche en intelligence artificielle dans une boîte de conseil. Concrètement, je vais commencer par le premier point qui c'est le cursus scolaire. Aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent quelle orientation, quels sont les choix possibles en fait en termes de cursus pour travailler dans différents domaines des mathématiques et de l'intelligence artificielle, et je vais vous expliquer cela. Premièrement, les masters en mathématiques appliquées. Les masters en mathématiques appliquées, il y en a plein. Il faut savoir que les masters qui sont spécialisés dans tout ce qui est probabilité, statistique, analyse, vous permettent d'avoir un bagage nécessaire, en tout cas pour bifurquer dans plusieurs domaines des mathématiques appliquées tels que l'actuariat, la finance, aussi l'intelligence artificielle. Et tout ça, il faut en avoir conscience. Les différentes mathématiques que vous apprenez à l'école ou même dès les premières années dans le supérieur avec de l'analyse basique, ce sont les premiers points, les premiers rouages, j'ai envie de vous dire, pour vous guider vers des métiers très appliqués en mathématiques. Alors, je vais essayer de détailler un peu, mais pour vous donner un exemple, moi, dans mon cas, j'ai décidé de faire un PhD en mathématiques, donc un doctorat en mathématiques, mais il est aussi possible de faire des doctorats en informatique assez appliqués ou théoriques pour s'orienter, en tout cas, dans la possibilité de faire un cursus après dans des mathématiques appliquées ou dans des cursus de métiers davantage appliqués dans le privé. Pour ça, il faut comprendre quand même que le PhD vous retarde en termes d'évolution et d'emploi. C'est horrible ce que je vais dire, mais si vous faites un doctorat, c'est très bien sur le papier, mais ça vous permettra certes d'accéder à certains postes, mais si vous pouvez accéder dès un master appliqué directement à ces postes, il ne faut pas hésiter. Pourquoi? Parce que le doctorat va vous retarder en milieu académique sur les évolutions de carrière. Lorsque vous commencez directement avec un master dans une entreprise, vous prenez déjà des échelons, vous augmentez en termes de grade. Aujourd'hui, je suis dans une entreprise, dites-vous, il y a des gamins, des jeunes qui sont là avant moi, qui sont beaucoup plus jeunes et qui sont au même grade que moi. La différence, c'est que moi, j'ai pris du retard avec mon doctorat et même dans mon cas dans un cursus en tant qu'enseignant. Mais c'est pour ça que pour pallier à ça, les entreprises ont en quelque sorte mis en place un système qui est extraordinaire qui sont les thèses CIFRE. Ça vous permet en même temps de votre thèse à faire en sorte que vous soyez dans un doctorat dans une université et en même temps dans une entreprise pour pouvoir pas trop prendre de retard et être d'actualité dans le milieu justement des mathématiques appliquées ou des domaines par exemple de l'intelligence artificielle dans le milieu de l'entreprise. Donc ça, ce sont des moyens qui vous permettent justement d'éviter ce retard là. N'hésitez pas, en tout cas si vous êtes en master, à directement aller dans le privé si c'est votre volonté en tout cas, ou sinon de faire un doctorat si vous voulez vous ouvrir davantage de portes et de postes plus tard, et aussi une ouverture d'esprit et de culture, parce que moi j'ai fait ça surtout pour ça. Dans mon cas, j'ai décidé de me spécialiser dans l'analyse harmonique, c'est-à-dire regarder comment décomposer un signal, des signaux autour de nous, que ça soit par exemple l'évolution d'une température qui est un signal, l'évolution au cours du temps en tout cas de différents phénomènes. Ce sont des signaux que moi je me suis amusé à analyser au cours de ma thèse pour utiliser en fait une décomposition de ces signaux hors temps-échelle, c'est-à-dire qu'à chaque instant du temps, je regarde comment je peux décomposer en différentes échelles mon signal. C'est super utile parce qu'une image, c'est aussi un signal. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de temps en termes d'image, mais en fait, on peut essayer de décomposer l'image sur deux axes, si vous voulez, temporels, qui est l'axe des X et des Y, parce que c'est en deux dimensions, et essayer de regarder en chaque pixel quelle est la nuance de couleur qu'on a dessus. Donc c'est un signal qu'on analyse et qu'on peut décomposer aussi. Et dans ma spécialité de recherche, ça me permet aujourd'hui d'appliquer cela pour essayer de faire des modèles de prédiction par exemple en data science. Donc j'ai appris la data science un peu déjà en faisant des probabilités statistiques à l'université et je me suis développé seul à essayer de comprendre comment je peux utiliser cet outil pour me vendre dans le milieu des entreprises avec les connaissances très spécialisées que j'ai dans le milieu de l'analyse harmonique. Parce que tout ce qui est signaux, tout ce qui est décomposition de signaux vous permet de comprendre comment la dynamique temporelle d'un signal évolue au cours du temps et comment on peut essayer de bien la prédire par exemple. Comment essayer même de remplir des trous dans des pertes de données qu'on peut avoir lorsqu'on a des signaux temporels. Le deuxième point qu'il faut comprendre, c'est les différents métiers qui existent en intelligence artificielle. Je vais vous révéler, là, dans cette vidéo, plusieurs types de métiers qui existent dans le domaine de l'intelligence artificielle et comment, en fait, on peut y accéder. Par exemple, l'un des premiers métiers au cours, en tout cas, de la construction d'un modèle d'intelligence artificielle, ça va être quand même, pour beaucoup d'entreprises, le data architecte. C'est un métier très peu connu dans le milieu de la data, mais qui est essentiel. Ce sont les personnes qui vont gérer et stocker convenablement les données, de aussi monter et créer une infrastructure avec des outils sécurisés, fiable et solide pour que les autres personnes dans le cadre d'un projet d'IA puissent travailler avec. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les clouds comme AWS, Azure ou encore Google, et ces différentes en fait méthodes de création d'infrastructures sont essentielles. Voilà, tous les partenaires d'une entreprise puissent travailler dessus. Le deuxième travail qui est très important, en tout cas quand on travaille de l'IA, c'est le data engineer. Le data engineer, il va intervenir pour maintenir les structures, la qualité des données, mais aussi surtout développer des infrastructures et des outils techniques pour que les différentes personnes qui travaillent
travaille sur un projet d'IA puisse le faire convenablement. C'est l'un des premiers métiers avec qui j'ai dû avoir à faire contact lorsque j'ai commencé mon travail de data scientist, parce que j'ai eu besoin de travailler sur une plateforme et une machine virtuelle AWS. C'est lui qui m'a monté ma machine virtuelle, c'est lui qui m'a guidé sur comment je pouvais personnaliser, en tout cas ma machine virtuelle selon les usages que j'allais en avoir dans mon métier de data scientist. C'est un métier cœur, c'est un métier essentiel, il y en a très peu, et c'est le métier souvent qu'on a le plus besoin, en tout cas aujourd'hui, lorsqu'on doit développer des infrastructures très techniques dans le domaine de l'intelligence artificielle, et on est très content de les avoir, croyez-moi, comme le data architecte. Enfin, le data scientist, c'est celui qui est lié davantage à la théorie, qui va essayer de réfléchir à l'élaboration d'algorithmes, adaptés en tout cas à des problématiques variées et différentes, et qui va aussi essayer d'optimiser les modèles pour les rendre les plus performants possibles. Pour cela, on va lire différents articles, on va essayer de voir quels sont les enjeux, comment on peut adapter les choses, comment on peut réfléchir à des problématiques scientifiques dessus, et comment on peut répondre à des demandes. Par exemple, je vais vous parler un peu plus tard de mon expérience en recherche et développement, et vous dire comment ça se passe pour le moment pour moi. L'autre métier qui est assez essentiel, c'est qu'une fois qu'on a monté et développé des algorithmes adaptés à créer, en tout cas, des modèles d'intelligence artificielle, il faut les maintenir, et souvent les machine learning engineers, qui est un métier qui est apparu très récemment, font justement tout ce travail de suivi du modèle d'intelligence artificielle, de perfectionnement et de répondre à des problématiques à long terme avec un client. C'est le métier souvent cœur aujourd'hui dans les entreprises, parce qu'on s'est aperçu que à long terme, il faut des personnes qui soient capables de répondre à des demandes et à faire en sorte que le modèle soit assez adapté et réponde à beaucoup de critères de performance à long terme et de retour auprès des investisseurs et des clients pour que on puisse avoir un suivi sur l'évolution du modèle. C'est un travail qui est aujourd'hui au cœur de beaucoup d'enjeux dans les entreprises et qui est nécessaire. Enfin, le dernier métier qui est souvent en fait le concret, la tâche dure, parce qu'on est souvent dans des tâches scientifiques quand on développe un modèle d'intelligence artificielle, bien sûr, c'est le data analyst. Le data analyst, c'est celui qui va donner une visualisation globale et un bilan de toutes les parties techniques et commerciales d'un modèle d'IA. Concrètement, ce qui intéresse souvent quelqu'un, une entreprise ou un client qui développe un modèle d'IA, c'est combien ça va me coûter et combien ça peut me rapporter en coût investissement. Ces personnes-là sont capables de le quantifier, mais ils sont surtout aussi capables de quantifier les aspects techniques, c'est-à-dire combien de données, par exemple, le modèle d'intelligence artificielle utilise, comment on peut perfectionner ou ajuster certains paramètres d'un modèle pour qu'il se réponde davantage à des problématiques concrètes. Le data analyst, il peut répondre à différents pôles, soit du plus technique pour les personnes qui ont des compétences très techniques, soit du plus business pour les personnes qui ont des aspects plus business. C'est pour ça que beaucoup d'écoles de commerce aujourd'hui proposent des formations en data analyst, parce que c'est nécessaire d'avoir une interface en tout cas et un retour business en tout cas aujourd'hui sur les modèles d'intelligence artificielle. Donc voilà les différentes présentations que je voulais vous parler en tout cas sur les modèles d'intelligence artificielle. Maintenant, laissez-moi vous parler surtout de comment se gère un pôle R&D dans la data. Mon expérience en recherche et développement est assez simple. Aujourd'hui, lorsqu'on travaille dans la recherche et développement dans la data science, il est essentiel d'être à jour en tout cas sur pas mal d'informations actuelles, lire des articles. Par exemple, aujourd'hui tout le monde parle de ChatGPT, de leur évolution, de son essor, des enjeux qu'il encourt, mais les gens parlent peu des évolutions actuelles. Par exemple, les modèles de Transformers qui existent depuis 2018 et même avant, depuis l'article de Google, les modèles de Transformers évoluent actuellement. Par exemple, dans mon domaine qui est les séries temporelles, on voit que ce sont des modèles qui évoluent avec différents enjeux, par exemple les crossformers, les piraformers, les autoformers qui sont des modèles de Transformers qui permettent de répondre à pas mal de problématiques. C'est vrai que quand on essaye de faire de la prédiction par exemple sur des séries temporelles, on essaye de se demander, moi ce qui m'intéresse c'est de regarder par exemple tout simplement les corrélations que je peux trouver dans le passé sur mes séries temporelles. C'est très intéressant, mais il faut regarder ça aussi entre les différentes variables. Les crossformers sont capables de répondre à ce type de problème par exemple, et c'est un modèle qui est assez récent. Mais ensuite c'est l'enjeu de la performance. Est-ce que ces modèles sont si performants que ça par rapport à des modèles qui ont été développés comme ChatGPT? Et la réponse est tout simplement pas forcément. Il a été montré que des modèles assez simples de réseaux de neurones récurrents à partir de long short time memory pouvaient être suffisants pour développer des modèles performants dans les séries temporelles sans passer par des modèles d'attention comme les Transformers. Donc ça c'est les modèles qui sont assez récents, qui sont sortis il y a quelques mois, les LSTF linéaires, qui ont été bien développés et challengés avec des benchmarks qui montrent que ce sont des modèles qu'il faut en tout cas s'intéresser. Après, est-ce que ce sont des modèles qui vont forcément faire le futur? Voilà, en cours de discussion, mais il faut être tenu au courant de ce type d'actualité. Autre point d'actualité, aujourd'hui on parle de données, mais la qualité des données est essentielle, et lorsqu'on a des données en intelligence artificielle, il y a beaucoup de trous dans les données. Ces trous-là, il faut pouvoir les imputer, c'est-à-dire remplir les trous. Et pour remplir des trous, on développe aujourd'hui des outils pour le faire de la manière la plus performante possible. Dans le cas de mon travail, par exemple, des outils en ondelets. Il existe des méthodes d'imputation, en tout cas très performantes, qui utilisent justement les coefficients d'ondelets, qui est donc décomposition d'un signal en temps
échelle pour essayer de répondre au mieux justement à la dynamique temporelle qu'on peut avoir sur le signal. Parce qu'en effet, quand on fait une prédiction, il est compliqué de prendre en compte cette dynamique qui varie localement autour d'un point. Les ondelettes sont capables de le faire. Et justement, des modèles d'imputation par ondelette existent et se développent actuellement. Mais il existe aussi des nouvelles méthodes d'imputation qui voient le jour à partir des transformers et qui sont intéressants en tout cas de regarder. Aujourd'hui, je travaille sur un outil qui développe justement différentes méthodes d'imputation à partir de modèles de machine learning, mais aussi à partir de modèles de deep learning, qui les, en tout cas en effectuant un benchmark, qui les challenge pour voir dans différents cas d'usage lesquels sont les meilleurs et pour répondre aussi à des problèmes d'enjeu directement chez un client. Voilà, moi actuellement c'est mon expérience et mes envies, c'est aussi de continuer à développer mes recherches académiques que j'ai effectuées au cours de ma thèse et mes recherches que je fais actuellement dans le sein du pôle R&D de mon entreprise pour essayer de voir comment on peut utiliser cela pour essayer de dire davantage de choses sur les signaux qui nous entourent. Mieux les prédire, certes, mieux en tout cas imputer des données, mais aussi mieux classifier et mieux comprendre les données. Voilà l'enjeu que j'ai là-dessus, parce qu'aujourd'hui, on l'oublie, mais l'enjeu va être aussi d'avoir des intelligences artificielles de confiance, responsables, qui répondent à des problèmes éthiques, qui répondent à des problèmes donc de sustainability, c'est-à-dire de consommation carbone dans son utilisation, de frugalité, comme on dit, de aussi simplement d'éthique non discriminatoire, aussi de performance, aussi de robustesse, et aussi, surtout, d'explicabilité sur les modèles qu'on implémente. Tous ces enjeux-là, il y en a tout plein, j'en cite quelques, mais vont avoir un rôle important dans le futur, et c'est pour ça que à travers ce que j'ai envie de faire dans mes recherches, c'est de répondre à ce type de demande. Aujourd'hui, je suis passé de la recherche académique à la recherche un peu plus concrète, parce que c'est totalement possible de le faire, et tout le monde peut le faire selon justement les connaissances qu'il a. Un scientifique qui travaille sur, je sais pas, des équations dérivées partielles, peut justement mettre en place des modèles d'intelligence artificielle pour essayer d'approximer différentes solutions, en tout cas, d'équations dérivées partielles. Ça existe. Et dans tous les domaines, je veux dire qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est beaucoup d'actualité en ce moment, mais c'est parce que c'est pratique. On peut faire plein de choses avec des modèles bayésiens, des modèles de probabilité, avec des modèles, en tout cas, de machine learning, et tout ça, on peut essayer de le réutiliser pour essayer de répondre à des problèmes de recherche concrète. Donc aujourd'hui, on m'a dit, les mathématiciens vont être remplacés bientôt par des intelligences artificielles. Non, c'est plutôt que les mathématiciens vont beaucoup plus, en tout cas, utiliser l'intelligence artificielle pour répondre à des problématiques de recherche. Voilà comment le futur va se construire et c'est comme ça que j'ai envie de le construire en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'étais content de la faire avec vous. C'était une petite vidéo un peu spéciale, en tout cas, sur un point technique de l'intelligence artificielle. J'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à me dire un long commentaire expliquant, en tout cas, votre point de vue sur ces questions des métiers et de la recherche dans l'intelligence artificielle, hein, les métiers de la recherche dans l'intelligence artificielle et ce que vous en pensez. J'espère que mon retour d'expérience vous a plu et n'hésitez pas, si vous voulez avoir une vidéo plus spécifique sur une question, je serai en tout cas heureux de la faire avec vous. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!